Bien le bonjour chers amis et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. Et aujourd'hui je suis accompagné, imaginez-vous, avec quelqu'un que vous avez déjà entendu à quelques reprises, mon acolyte, mon ami, mon coproducteur, réalisateur, chef recherchiste. Il faut dire aussi qu'il est le chef de lui-même parce qu'il est tout seul à faire tous ces métiers-là. Et c'est Olivier Chamberlain. Bonjour Olivier. Bonjour. Je te souhaite une belle journée de congé. Pour ceux qui l'écoutent aujourd'hui et qui l'écoutent à la sortie, c'est l'action de grâce pour nous autres. Alors, on remercie pour les récoltes, la bonne nourriture. On est chanceux. Et on discutait, lui et puis moi, un peu de l'automne et des nouvelles sorties cinématographiques, parce que, si vous le savez, lui et moi, on est des films buffs, on aime le cinéma comme des fous, et on essaie vraiment de rester à jour avec les sorties, puis souvent on se donne des titres, des trucs à aller voir, puis on force d'admettre qu'en ce moment, c'est pas tant inspirant dans les nouveaux films. Ouais, non, effectivement. Ben ça, c'est à cause de l'actus strike, là, surtout. Ouais, je crois que ça a retardé des sorties. Ça va être encore... Ben là, maintenant que c'est repris les activités, OK, mais je pense que on a notre gros vide. Il va y avoir un gros vide qui va s'installer même dans quelques mois, selon moi. On se retourne sur les vieilles affaires dans ce temps-là. Le passé. Toi, t'écoutes quoi ces temps-ci? Qu'est-ce que j'écoute? Récemment, j'ai écouté Bullets over Broadway. Ah, de Woody Allen, ouais, oui. De Woody Allen. Ben moi, c'était mon premier Woody ever que j'avais découvert, mais à cause la belle époque que les gens écoutaient encore un peu les Oscars, et aux Oscars, il y avait eu une des actrices, puis là, j'ai comme un blanc de mémoire faire exprès, qui est comme actrice second rôle, qui avait gagné un Oscar pour ça. Puis quand il montrait des extraits, justement, des performances, puis ça m'avait fait extrêmement rire. Alors, j'étais curieux du film, je connaissais pas Woody Allen. Alors, j'ai tombé dans ce film-là, j'avais trouvé ça formidable, puis après, je pense, ça a pris 1 an, puis j'allais au club vidéo, puis là, je louais tous les Allen. Comment t'as trouvé ça? C'est fun. Ben, c'est une amie qui me l'a recommandé. Okay. Puisque elle est fan de musical. Puis je pense que comme oui, salut. Ben en fait, qu'est-ce qui est étrange, c'est que c'est pas vraiment un musical en soi, mais il y a comme un rapport quand même avec la rue Broadway, exactement. Qui est une rue de théâtre. Oui, et aussi, c'est qu'en 2013, Woody Allen avait accepté qu'il y ait une adaptation Broadway de ça, avec Zach Braff qui était dans le rôle principal. Et j'ai été monté à New York pour voir ça, parce que c'était un de mes films préférés de Woody Allen, ce qui est étrange parce que c'est quand même pas son film le plus important, mais moi, John Cusack, j'aime John Cusack qui fait... Surtout qu'il est assez différent aussi de ses autres. Ben, en plus, il fait vraiment souvent les protagonistes masculins qui ressemblent un peu à Woody Allen se mettent à faire du Woody. Bon, il fait finalement, il acte comme lui, mais c'est super le fun. Cool. Bullets over Broadway, quoi d'autre? Ouais, j'ai vu The Irishman, là, on en a parlé un peu, là. Ouais, le dernier film de mafia officiel. Ouais. Si on peut dire ainsi. C'est pour l'instant, on sait pas s'il va y avoir un nouveau Scorsese. T'as-tu aimé ça? J'ai trouvé ça un peu long. Ben, c'est sûr que ça amène rien de nouveau, aux anciens, ça redéfinit pas le style. On en a parlé, mais c'est un bel adieu au film de gangster. La fin est satisfaisante, je trouve, pour terminer un peu toute cette ère de films de mafia. Ouais, en effet. Mais en tout cas, il y a le nouveau Scorsese qui arrive dans je sais pas combien de mois, mais qui est pas un film de... Ouais, c'est ça, c'est Killer of the Flower Moon. Ouais, c'est ça que j'ai même pas osé regarder la bande-annonce, je préfère juste me lancer dans le film quand ça sortira. Et t'avais aussi une petite passe de cinéma français, si je me souviens aussi? Une passe? Ben, j'ai toujours aimé ça. Depuis que j'ai découvert Truffaut avec les 400 coups, je me suis j'ai toujours gardé un pied là-dedans. Ouais. Si je puis dire. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'ai vu Je t'aime. Ouais. Qui est assez spécial, une histoire un peu difficile à suivre, mais à cause de son montage, mais qui
qui finit par être intéressante de la manière qu'elle est contée. Puis il est pas facile à trouver en plus, je t'aime. Non, c'est ça. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu des contacts. Toi, des contacts Si qui je t'ont, peux dire. qui t'ont fait parvenir des versions, tant mieux. Puis il y avait un autre que tu cherchais, J'ai je me vu souviens aussi- plus. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai vu L'homme qui aimait les femmes de Truffaut, que j'avais Ouais. toujours pas vu. Le titre est un peu... comme je t'aime, je trouve que les titres sont un peu cheesy, Ouais. si je puis dire, mais Fromager. faut pas se tenir à ces titres. Non, Le contenu est assez amusant. Puis c'est intéressant parce que le personnage aussi t'apprend à la fois... au début, il peut être un peu repoussant, surtout d'un point de vue plus moderne. Mhm. Mais tu finis par te rendre compte qu'il est pas foncièrement méchant ou même gentil. Il fait juste agir selon ses pulsions. Et Non, c'est ça. Non, c'est un bon film, ça aussi. Non, mais c'est des... ça, c'est... Écoute, il y a rien de mieux que le passé pour s'inspirer dans le présent, alors qu'il n'y a pas tant de choses. Moi, par contre, je dois admettre que dans les dernières nouveautés, il y a 2-3 jours, je t'en parlais, j'avais vu le film Talk to Me, un film d'horreur. Et c'est encore une fois, le cinéma d'horreur se porte si bien en ce moment, faut le dire. Inventif, avec peu de moyens, ils réussissent à faire des choses assez incroyables. Talk to Me ne va pas dans l'exception. Un film d'horreur australien. Vraiment étrange. Pas trop long non plus. Bon, ça implique pas trop de votre temps. Puis on est juste dans un... Aussi, il y a le côté caractéristique avec des adolescents. C'est un film d'ado, d'horreur. C'est assez peur, je dois admettre. Il y a des images, des images qui sont restées, une espèce de main magique, un genre de plastique que tu installes sur une table et que les gens puissent toucher la main. Puis quand ils disent « talk to me », la main se ferme un peu et là, tout d'un coup, tu es en contact avec une personne morte. Et là, tu peux rester en communication un peu avec cette personne, une sorte de communication de symbiose, je sais pas trop. Pas plus que 1 minute 30. Après, il faut que tu sortes de là. Parce que le défunt peut prendre peut-être possession de ton corps. C'est un peu, on va dire un peu un truc à la Ouija, un peu. Là, on reconnaît ça, les espèces de soirées où est-ce qu'on se fait peur entre nous, puis là, finalement, ça revient mal. Là, c'est ça qui arrive dans ce film-là. Dire 4 fois le même mot devant les miroirs la nuit. Candyman. Mais bref, ce qui m'impressionne, c'est que vraiment, le cinéma d'horreur continue à être inventif. Inventif, puis aussi avoir des beaux plans, puis avoir des belles productions, de la bonne musique. C'est un style, certes. Il y en a qui sont pas capables d'endurer quoi que ce soit dans ce... Faut dire aussi que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est moins snobé qu'avant. Ah oui, beaucoup moins snobé. C'est beaucoup plus accepté, puis c'est devenu quelque chose de beaucoup plus vague que juste des slashers. Ah ouais, c'est plus des slashers. Puis en plus, les gens, je trouve, célèbrent un peu ce cinéma-là. Puis trouvent ça... Trouve qu'il y a comme une certaine valeur dans la production. Il y a toute une culture qui s'est créée autour de ça. Vraiment, vraiment. Puis moi, je fais pas exception. J'ai un vilain plaisir à écouter ça. Donc, vous irez voir ça de Talk to Me. Sinon, cher Olivier, moi, j'ai un super invité cette semaine. J'étais vraiment heureux de parler avec lui. Il donne pas beaucoup d'entrevues. Il habite maintenant en Gaspésie. C'est un chanteur dont j'admire l'œuvre depuis, puis là, j'essaie de calculer, puis c'est vraiment depuis les débuts de sa carrière solo, mais après, ça m'a amené dans son band qui s'appelle Chocolat. Donc, ça fait bientôt 14 ans que j'écoute la musique de mon invité, et c'est nul autre que Jimmy Hunt. L'auteur-compositeur-interprète Jimmy Hunt a grandi à Saint-Nicolas, près de Québec, sur la Rive-Sud. En 2006, Jimmy Hunt fonde le groupe de rock Chocolat. En octobre 2010 paraît son premier album solo, Jimmy Hunt. Il se voit ainsi doublement nommé au Gala de la Disque et au GAMIC. Il s'illustre dans les catégories auteur-compositeur de l'année, album chanson de l'année et vidéoclip de l'année, prix qu'il partage avec le réalisateur Yann Giroux pour la chanson Motocross. Son deuxième album solo, Maladie d'amour, est lancé en octobre 2013. L'album obtient 5 nominations au Gala de la Disque 2014. Désormais installé en Gaspésie, Jimmy sort l'album Le Silence en 2020. Et le vendredi 27 octobre 2023 marquera la sortie de 2 nouveaux albums, Royaume et Gros Bec. Voici ma discussion avec Jimmy Hunt.
Hey, hey! Ça va? Ça va, man? Hey, en fait, j'étais 100% prêt. C'est vraiment idiot. Je me connecte jamais dans Facebook sur mon ordinateur. Ah, il n'y a pas de Puis problème. là, j'avais un système de... Je sais pas c'est quoi, un système de sécurité qui doit m'envoyer un texto OK. avec un code. Tu sais, tu vois, Oh! Puis là, le code rentre pas parce que je suis en campagne puis le réseau est pas bon. En tout cas, c'est ridicule. Mais j'ai mon téléphone. Ça va, tu m'entends quand même? Ah ouais, moi, toi, t'es dans mon téléphone aussi en ce moment, donc c'est bien correct. Ah, good, OK. Je me disais que... Oh boy, OK. J'ai de la visite. C'est parce qu'en campagne, le monde arrive sans avertir. Là, je vois, il y a un truck qui rentre dans mon entrée. Je gère ça et je te rappelle, ça va prendre 2 minutes. Pas trop, man. All Je vais right. juste lui dire de repasser. OK? C'est Je good. reviens. Ciao. Bye. Hey! Bon. Bon. C'est réglé. C'est réglé. Vie de campagne, c'est un voisin qui revient de la chasse. Il était tout content. C'est quand même pas pire, ça. D'ailleurs, en fait, il y a tellement de choses à discuter aujourd'hui qu'on pourrait peut-être ouvrir avec, justement, la vie de campagne. Si ça te va. Parce que ça c'est quelque chose, ça fait plusieurs fois à travers mes épisodes que je cite ta situation sans vraiment la connaître. Que je fais... tu sais, il y a ces artistes-là qui étaient en ville, qui étaient très présents sur la scène, mais tu l'es encore d'une façon. Mais que maintenant, alors, t'as choisi un jour de t'en aller, d'aller en Gaspésie, faire ta vie. Ça, je trouve ça... Surtout quand toi et moi, on connaît la réalité du milieu musical québécois, comment ça fonctionne. Et peut-être l'illusion qu'on se dit que l'obligation de la présence en milieu urbain pour développer une carrière, toi, tu as mis un frein à ça, puis tu as décidé de remodeler un peu ce modèle-là. Je veux savoir pourquoi. 2, comment ça s'est fait, puis comment ça se passe maintenant. Moi, je veux tout comprendre, ce trip-là. Oui, mais ce qui est drôle dans mon histoire, en fait, par rapport à... Je suis en Gaspésie, mais je suis parti de la Gaspésie, parce que j'étais venu vivre en Gaspésie pendant 1 an et demi sur la terre d'un de mes amis il y avait un camp dans le bois, ce qu'on appelle un camp. C'est vraiment, je pense que c'était 12 par 16 avec un poêle à bois, une table puis un lit pour dormir. Puis je m'étais installé là, ça c'était début de la vingtaine, ça fait longtemps de ça. Puis j'avais l'intention de rester là, mais je faisais de la musique déjà un peu. Puis je me suis rendu compte à un certain point que j'avais vraiment le goût de faire de la musique. Tu sais, j'étais connecté avec des amis de Québec à ce moment-là. Tu sais, moi, je viens de Saint-Nicolas, j'avais transité par Québec avant ça. Pour moi, Québec, c'était habité en ville à ce moment-là. Absolument. Et puis, rien contre la ville de Québec, là, c'est pas ça. Non, mais... Non. Puis tu sais, il y a toujours une plus grosse ville que la nôtre. Là, pour les gens de Montréal, probablement, qui sont natifs, pour eux, vivre en ville, c'est aller à New York ou bien une affaire de même, tu sais. Ben, c'est ça. C'est pour ça, je voulais pas dire... je sais que c'est sensible comme sujet, là. Puis j'adore Québec, là. J'aimais ça dans le temps. Mais en tout cas, bref, j'ai habité là. Puis j'ai passé cette année et demie là pas mal dans le bois, si on veut. Puis je me suis dit, je vais aller à Montréal pour faire de la musique. Pour revenir à ce que tu disais, genre, j'étais conscient que si je voulais faire de la musique, je devais aller à Montréal parce que à peu près tout se passait, les studios, les musiciens, puis la scène était plus grosse là-bas. Faut dire aussi, quand je parle de Québec, c'est que là, on est en 98, 99, 2000. C'est ces années-là que je commençais à faire de la musique. Puis vraiment, la scène, ceux qui l'ont vécu s'en rappellent sûrement, c'était pas grand-chose. Non. Il y avait un band mythique de Québec qui s'appelait, je pense qu'il y avait les Vipères et les Secrétaires Volantes. Tu sais, c'était les bands de rock. Là. Oh ouais. Puis sinon, il y avait de la chanson, puis sinon, il y avait beaucoup de jazz. Mais il se passait à peu près rien. Mais c'est drôle, tu parles du jazz. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas, je veux pas dire ignoré, mais il y avait une scène de jazz assez grosse quand même à Québec qui dominait un peu les environs, là, vraiment. Tout à fait. Tu sais, il y avait le Clarendon qui était une vieille institution. Puis moi, dans les années que j'étais là, il y avait le Fou Bar sur la rue Saint-Jean. Il y avait du jazz tout le temps. Un classique. Puis, moi, chaque fois que j'allais travailler au Violon du Roi, j'allais prendre des verres au Fou Bar pour écouter du jazz. C'était le fun. C'était super. C'était très le fun. Puis la femme qui tenait ça était géniale. J'ai oublié son nom. C'était vraiment une belle place. Puis tenue par quelqu'un de vraiment chaleureux. C'était très le fun. Fait que c'est ça. Donc, donc je me suis retrouvé à Montréal. Puis je l'ai quitté pour revenir en Gaspésie.
en me disant, rendu là, que j'avais connu quand même assez de gens pour continuer de faire de la musique, garder un lien avec Montréal, puis les studios, puis les réals, puis tout ça, puis pouvoir m'éloigner un peu... en me disant que oui, ça allait affecter forcément. Je suis moins présent. Il y a peut-être plus de monde qui m'aurait découvert dans les dernières années si j'avais été plus présent à Montréal. Mais j'ai une fanbase qui continue de s'intéresser à ce que je fais. Puis il y a des nouveaux aussi. J'ai l'impression qu'il y a des générations un petit peu plus jeunes aussi qui s'intéressent à ma musique. Fait que, tu sais, moi, mon but rendu là, c'était pas de grossir plus, d'être plus connu ou plus ci ou plus ça. C'était juste comme ça me suffisait. C'était vraiment ça. Ce que j'avais déjà d'acquis me suffisait amplement. Mais souvent, quand les gens quittent la grosse ville pour aller justement vers quelque chose qui est plus campagne, souhaitent atténuer le bruit, être plus calme, avoir de l'espace. Ouais. En même temps, juste à l'instant, tu as un voisin qui s'est pointé sans sonner. Il y a une vie ultra communautaire, chaleureuse, qui est présente, qui peut parfois sembler plus envahissante encore que celle de la ville. C'est vrai que c'est un aspect, mais c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que j'ai des voisins qui arrivent ici, le monde n'appelle pas avant de passer faire un tour. Ils se promènent, puis je vais aller voir un tel. Ouais. Puis c'est pareil quand on se croise aussi. Mais t'aimes ça? Oui, j'aime ça. C'est fun. C'est arrivé que ça me dérangeait, parce que on est moins habitué à ça. Les Montréalais, quelqu'un qui arrive à ta porte, là, qui s'en vient boire une bière. Ah, c'est ça! Il t'a pas écrit, là. Il t'a pas texté rien. Non, il se pointe. Il arrive. Fait que ça m'a déjà dérangé des fois. Il y en a un, à un moment donné, c'est un bon ami à moi, j'y avais dit, tu sais, peut-être un soir sur deux, pas tous les soirs. Mais il a compris au début. Tu trouves ça, ouais, je comprends. Ouais, tu sais, pour lui, c'était surprenant, mais il a compris. Puis. Mais là, t'es où exactement en Gaspésie? Dans quelle place? Moi, je suis à Maria, mais je suis en arrière de Maria. Je suis dans les montagnes. Ben, le pied des montagnes, c'est montagneux derrière Maria puis Carleton. Parce que Maria, dans ma tête, Maria, c'est vraiment au bord de l'eau, là. C'est vraiment, en tout cas, du moins, qu'on passe dans le chemin puis qu'on passe devant Maria, c'est tout petit, puis c'est près de la mer, puis tout ça. Mais je savais pas qu'il y avait une espèce d'étendue à l'arrière. Oui, il y a un arrière-pays. Tout l'arrière-pays de la Gaspésie est moins connu par les gens qui visitent de façon touristique parce qu'on s'intéresse à la mer, puis c'est comprenable, là, c'est magnifique. Ben oui. Mais la nature derrière est magnifique aussi. Il y a des rivières, il y a des chutes, il y a des lacs. Il y a pas beaucoup de lacs, mais ils sont magnifiques. Les lacs sont teintés un peu, comme turquoise, si on veut. Il y a des reflets de minéraux dedans. Puis l'eau est pure, c'est magnifique l'arrière-pays. Puis la forêt est mixte aussi, c'est beaucoup de feuillus. Des beaux feuillus, du merisier, de l'érable à sucre. Il y a plein de cabanes à sucre dans les montagnes partout. Fait que moi, j'ai tout découvert ça progressivement. Là. J'avais connu l'autre côté, Rivière-à-Claude, là où j'avais habité il y a plus que 20 ans maintenant. Là, en tout cas, oui, ça fait 23 ans en fait. Je suis parti en 2000. Puis maintenant, après, j'ai découvert la baie des Chaleurs, puis que j'aime particulièrement. Ouais. Ben oui. Mais là, ça fait combien de temps officiellement que tu es gaspésien, là? Ça a été progressif. À partir de 2015, j'ai acheté une terre ici. OK. Puis j'ai habité sur la terre au début, mais je vivais là avec mon ex. On s'est installé dans une yourte sur la terre. Mais c'était comme... C'était un peu temporaire, c'était progressif. On disait, en tout cas, pour l'instant, on commençait par ça. C'est qu'on avait un appart à Montréal, mais dès qu'on pouvait, on venait vivre dans le bois ici. Des fois, on faisait 10 jours, 15 jours, des fois un mois. On avait fait un hiver qu'on était presque tout le temps là. Mais à cette époque-là, je faisais de la tournée aussi avec Chocolat. Fait que c'était quand même un peu fou, ma vie, à ce moment-là. Je transitais par Montréal. On partait faire une tournée en Europe. Je revenais à Montréal quelques jours. Je repartais en Gaspésie. Puis là, on vivait dans le bois pendant... Wow. Fait que c'est une époque de ma vie où je me réveillais des fois la nuit puis je savais pas j'étais où. Non, c'est clair. Puis, mais le choix Gaspésie, là, parce que ça aurait pu être une autre nature du Québec. Ça aurait pu être ailleurs. Mais ce choix-là, Gaspésien venait justement d'un attachement, d'un beau souvenir justement de ta début vingtaine ou c'est c'est carrément ça, ou je me demandais c'est pas quelque chose qui s'est développé au fil du temps. T'as même pas de la famille là exactement. Non, j'ai même pas de famille ici. J'ai entendu dire que ça m'a surpris, je l'ai entendu dire plusieurs fois, il y a des Hunt, il y a eu une communauté de Hunt dans le coin de Chandler apparemment, puis il y en a eu quelques-uns à New Richmond. Fait que des fois je croise ici il y a des anglophones,
issus de l'immigration protestante anglaise. Il en reste beaucoup. Puis quand je leur parle, puis ils me demandent mon nom, il y en a un, c'est un de mes mécaniciens. Puis à chaque fois, je pense qu'il perd la mémoire un peu, fait qu'à chaque fois, l'histoire recommence. Mais quand je dis mon nom, il dit « Ah, j'ai connu des Hunts! C'est comme drôle à chaque fois. Fait qu'il y en a eu ici, mais non, j'ai pas de famille immédiate ici. Puis je suis venu voir des amis sur le pouce, c'est ça, quand début vingtaine, fin de l'adolescence. Puis je suis peut-être tombé en amour, si on veut, avec ce territoire-là. Ça aurait pu être la Côte-Nord, parce que j'adore ça aussi, je trouve ça magnifique. T'sais. En fait, j'aime les endroits assez reculés où il n'y a pas, pour ainsi dire, d'industrie puis d'agriculture de masse. T'sais, parce qu'ici, il y a des petites fermettes. Il y a l'usine de ciment à Port-Daniel, mais c'est à peu près tout. T'sais. C'est vraiment... la nature est assez intacte, à part l'exploitation forestière qui, elle, est un peu désastreuse comme partout au Québec, là, mais c'est pas visible, du moins, de la côte. Là, puis aussi, il y a tout le rapport de l'été avec le tourisme, et puis les petites productions, les trucs proches, là, je veux dire, c'est ça, il y a une intimité quand même, il y a une intimité intéressante en Gaspésie, en général, je trouve. Tout à fait. C'est assez reculé pour qu'il y ait cette tranquillité-là, tu sais, la vitesse des centres, l'urgence, le stress se rend pas. C'est ça. Dans les gens aussi, le monde est plus calme aussi, c'est vraiment assez palpable. Ouais. Puis tu le sens surtout quand tu viens refaire des tours à Montréal, tu dois le sentir, je veux dire. Tout à fait. Je trouve que ça pousse un petit peu, tu sais, on perd l'habitude, là. Ouais. Les gens parlent vite, les discussions, c'est assez intense des fois. C'est assuré, c'est comme, des fois... Tout à fait. Ouais, je comprends. On dirait que j'ai perdu de l'acuité un peu des fois. Ce qui est correct, écoute. Mais, premièrement, je devrais quand même dire j'aurais dû ouvrir comme ça, je devrais dire bravo parce que tu viens de finir d'enregistrer. Tu viens de finir d'enregistrer un album, n'est-ce pas? 2, ouais. 2 albums, c'est ça. Parce que je t'avais écrit il y a un bout pour dire, hey, on pourrait discuter. Puis j'avais aimé ta réponse, Gal, oui, ça me tente, mais pas quand je fais un album. Quand j'aurai terminé. Puis je t'ai pas relancé, c'est toi-même qui m'as écrit « Hey, en passant, juste te dire, j'ai fini, là, on peut jaser. » Puis là, j'ai fait « Wow, OK, cool, ça, c'est bon. » C'est-à-dire, je veux pas dire que faire un album, c'est un tracas, mais c'est quand même demandant. Ça demande un focus extraordinaire. Ouais. Donc, 2 albums solo? Oui, c'est 2 albums solo. Ce qui est particulier, c'est que c'est un peu le même projet qui s'est scindé en 2 à partir d'un certain point. Je travaillais avec un réal sur une version, puis on a accumulé énormément d'heures d'enregistrement, des idées, puis c'est devenu, je dirais pas chaotique, mais à un moment donné, on savait plus trop où est-ce qu'on... Tu sais, comme moi, du moins, je savais plus trop où est-ce qu'on s'en allait avec ça, mais je savais qu'il y avait quelque chose de merveilleux là-dedans. Puis lui, il était occupé, il y avait des projets. Fait que c'est arrivé des fois que j'arrivais à Montréal puis on n'avait pas le temps de travailler ensemble. C'était avec qui exactement? C'était avec Emmanuel? Avec Pierre-Guy Blanchard. Pierre-Guy Blanchard que je ne connais pas. Oui, un être fantastique qui a réalisé des albums. Il a fait des groupes comme Les Hôtesses d'Hilaire puis cette gang-là. OK, parfait. Et il a fait aussi Pierre-Guy, il a fait du théâtre, il a fait de la musique avec... Radouane, dans son projet Jérusalem and March, il a collaboré à ça. Okay. J'ai pas tout son CV, là, mais c'est quand même... c'est quelqu'un qui en fait... il en fait des affaires. Wow. Ouais. Puis il fait beaucoup de musique pour des films, puis des séries télé, des choses comme ça. Il fait des prods, tu sais, pour des trucs de radio, un hommage à un musicien, là, il orchestre des affaires. Fait que on s'est connus parce qu'il est l'autre bord de la baie, ici, il est à Charlot. Puis, on s'est pas connus à cause de ça, mais les gens me disaient « Faut que tu rencontres Pierre-Guy, il est pas loin de chez vous. » Puis je me faisais dire depuis longtemps, puis lui se faisait dire par du monde « Faut que tu rencontres lui, il habite l'autre bord de la baie. » Fait que les deux, on se connaissait pas, mais tout le monde nous disait « Faut que... » que cette rencontre se fasse. Que le contact se fasse. Fait que on a fini par s'écrire. Moi, j'ai écrit, j'ai dit « J'aimerais ça travailler avec toi sur un projet. » Puis on s'est mis, on a commencé comme ça à... Donc, ce projet-là, à un moment donné, il était, je dirais pas mis sur sa tablette, mais on avait besoin d'un break. Moi, j'étais fatigué un petit peu. Moi, je deviens fatigué quand je fais des albums. Tous ceux qui ont travaillé avec moi le savent. Là.
ça m'épuise à un moment donné. Puis là, ben, avec les années, j'ai compris que dans ce temps-là, il faut juste que je prenne un break, je pense à d'autres choses, puis on continue plus tard. T'sais. Mais là, à ce moment-là, je savais pas où je m'en allais. Fait que je passais du temps à Montréal, j'ai voulu m'occuper, puis quand je venais à Montréal, je vais faire du studio, peu importe ce que ça donne. Fait que j'ai fait une autre version de l'album dans le studio de Steven Chouinard. Puis son studio s'appelle No Control Room, en fait. Puis là, c'est plus moi qui, d'une certaine façon, moi, je me prête pas le chapeau de réal, mais c'était moi le réal, si on veut. Fait que j'avais une idée, j'avais quelque chose, je voulais réaliser ça plus d'une façon comme une approche de musique de film, un peu comme la musique d'Angelo Badalamenti qui avait fait les Twin Peaks et tout ça. À ce moment-là, j'écoutais beaucoup un album qu'il avait produit dans les années 90 de Julie Cruz, en fait. Je pense que c'était sur le Verge, 89-90. OK. Le fameux album de Julie Cruz qui a pogné beaucoup à l'époque, là, ça avait été un gros hit des 90. Puis il y avait un des thèmes qui était sur Twin Peaks. Je pense que c'est Nightingale. C'est elle qui chante. OK. Puis fait que j'écoutais ça, puis j'aimais les arrangements, puis j'aimais le son. Fait que c'était un peu ça la ligne directrice pour cette version-là de l'album. Mais ce que ça a donné comme résultat, là, j'espère que je l'explique bien parce que c'est un petit peu peut-être mêlant, mais il y a des pièces qui sont sur un qui sont pas sur l'autre et vice-versa. Okay. Sur un, il y a des morceaux de plus. Sur l'autre, il y en a un qui s'appelle Le Royaume. Lui, c'est plus celui que je dirais une version plus discrète, en fait, de ce projet-là. Puis ce que j'ai fait avec Pierre-Guy, là, c'est beaucoup plus flamboyant. OK. Mais donc tu vas sortir 2 albums. Ça sera pas un album double, ça va être un album. Non. OK. C'est pour ça c'est la discussion que j'avais avec le label, parce qu'à un moment donné, il me comprenait pas trop. Donc là, il disait donc c'est le même album. Non, c'est 2 albums, mais il y a certaines tunes qui se retrouvent sur l'autre, mais sont pas pareilles, sont pas traitées de la même façon. J'ai fait écouter récemment à un ami, puis il me disait c'est incroyable à quel point c'est différent, mais c'est la même tune. Mais ouais. Des fois, j'ai tweaké les accords, c'est pas exactement dans la même tonalité, c'est pas exactement la même structure, puis les arrangements sont totalement différents. Puis c'est toujours aussi avec, comme tu dis, une ligne conductrice qui suit l'album. Là, t'as dit qu'il y en a un qui s'appelait Le Royaume. Ben, on a-tu le droit de parler de ça? On n'a pas le droit de parler de ça. Ça sort quand, tout ça, à peu près? Ah oui, ça sort bientôt. Ça sort le 27 octobre. OK. Bon, OK, parfait. Donc, mais pas les 2 en même temps. Mais il s'appelle pas Le Royaume, il s'appelle Royaume. Mais ça va sortir un des premiers albums, puis après un autre plus tard? Non, j'ai décidé de les sortir les 2 en même temps. Je pense que c'est quand même une première au Québec. 2 albums en même temps. Pas un album double. 2 albums différents, distincts. C'est 2 albums en même temps. C'est pour ça que je t'ai dit au début avec la maison de disques, mais je les comprends. C'est comme... de quoi tu parles? C'est avec qui? C'est avec qui tu le sors encore? C'est Bravo. C'est Bravo. C'est Bravo. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Donc, puis, Royaume, l'autre s'appelle comment? Gros Bec. Gros Bec. Ouais, c'est avec le trait d'union comme l'oiseau, le gros bec errant. Est-ce que tu es capable de résumer chacun des albums, en quoi ils sont distincts? Ben c'est ça, il y en a. Royaume est beaucoup plus dans, je dirais comme c'est plus quelque chose de contemplatif et de très, très, très détendu. En fait, il n'y a absolument rien qui vient je dirais pas te chercher, mais tu sais, il n'y a absolument rien qui serait, qu'on pourrait dire, mettons, tape à l'œil ou quoi. Il n'y a pas de climax. Ça lève jamais. Oh, ouais. Tu comprends? C'est comme un film dans lequel il y a une certaine tension, tu sais, comme dramatique, puis qui cherche, c'est ça, donc qui cherche jamais à s'emporter. Des fois, on sent peut-être qu'il va y avoir un déploiement, mais j'ai tout retenu ça. Donc, il y a une retenue. Il y a énormément de retenue dedans. Mais en même temps, c'est très calme, détendu. Je dirais que c'est quasiment un album pour écouter en prenant son bain avec des chandelles, tu sais, ou s'endormir, ou faire une sieste. Mais tu chantes, mais il faut quand même inciter, c'est pas seulement instrumental. Il y a quand même de la parole, il y a des Oui, donc des ce qui t'intéresse aussi, c'est le propos, ouais. Pour le Royaume, le propos,
c'est un petit peu plus dans des questionnements, mais ça revient sur les deux albums parce que c'est un petit peu la même écriture, mais c'est traité différemment. Mais c'est plus des questionnements sur le sens, justement, d'écrire, le sens d'une vie d'artiste, de faire de la musique. C'est des questions peut-être un peu existentielles, puis aussi une recherche d'une définition de qui je suis, quel sens que ça fait, justement, ma vie en campagne, puis il y a un rapport aussi à la distance, beaucoup qui revient. Les seuls moments où il y aurait un texte, on dirait, amoureux, ça revient tout le temps un petit peu quelque part dans la musique, mais c'est un rapport à l'amour à distance. Donc, il y a l'éloignement, la distance, la solitude, puis les questions l'amour à distance que tu vis, d'ailleurs. Oui, c'est ça, absolument. Parce que, ça fait partie de toi, là. Oui, c'est ça, parce que ma vie maintenant se passe ici, mais ma communauté sociale est plus à Montréal. Donc, les relations à distance. Ça marche-tu, ça, l'amour à distance? C'est compliqué. mais c'est faisable. C'est faisable. Mais en même temps, l'amour aussi, dans la même ville ou même, je dirais, sous le même toit, est complexe aussi. Ah ouais, avec d'autres défis, là. Avec d'autres défis. Exactement, parce que, tu sais, on le sait, le quotidien, c'est pas toujours l'ami de l'amour. non, mais non. Non, il y aurait une bonne discussion à faire là-dessus, mais on va aller à l'autre album. Gros Bec, lui. Gros Bec, si on parle de l'écriture, c'est sûr, il y a les mêmes textes reviennent dedans. Il y a des textes qui sont pas sur Royaume, qui sont là. Mais c'est les mêmes questionnements encore. C'est encore, est-ce que il y a même, peut-être, j'aborde même sur Gros Bec, est-ce que je devrais continuer de faire ça ou arrêter? C'est dit d'une façon subtile, mais ça fait partie de un ou deux des textes. Il y a l'amour à distance qui revient. Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu y penses réellement? Est-ce que tu devrais continuer ou pas? Tout le temps, j'ai toujours pensé. D'ailleurs, ça a déjà été un sujet de discussion avec des musiciens autour de moi parce que peut-être des fois même ça devenait un peu agaçant. Moi, je suis un gros remetteur en question. On dirait que je me suis jamais assis là-dedans. Je me suis jamais comme assis là-dessus. Mais je me cherche une job, on dirait, tout le temps. Mais en Gaspésie, tu fais justement pas juste de la musique. Tu fais d'autres choses un peu là-bas. Exactement. C'est ça qui me manquait en ville. Puis c'est ce que je peux faire maintenant. Ici, je suis beaucoup plus à l'extérieur à travailler. Puis, mais qu'est-ce que tu fais? Un milieu qu'on pourrait dire ouvrier, du monde qui travaille tout à leur main. Mon père était sa construction. Mes frères aussi. Il y en a un qui pilote des machineries lourdes. Il faisait de la mécanique. Moi, j'ai grandi chez moi. Il remontait des vieux chars. Puis on construisait avec mon père son chalet. Mais toi, c'est quoi que tu bisounes justement en Gaspésie? C'est quoi ton tété? Là, je bisoune du bois. Je fais du bois de chauffage. J'en vends d'ailleurs à mes voisins. OK. Fait que je fais le bois carrément. Je vais dans la forêt, puis j'aboie les arbres, puis je le fends, je le corse, je le fais sécher, je le vends. Puis je fais du bois de sciage aussi. Ça, c'est une autre affaire que j'ai développé ici parce que j'ai des voisins qui faisaient ça. C'est quoi du bois de sciage? C'est quoi la différence? Du bois de sciage, c'est du bois de construction que tu pars de l'arbre, finalement. J'ai un moulin assis, puis je fais le bois avec. Fait que si tu as besoin de 2x4, de 2x6, de planches, ben moi, je peux te la faire à partir de l'arbre. OK, directement. Ça, c'est ta petite... ton petit truc que tu fais un peu d'argent à côté, comme ça. Ben, c'est ça se vend. Comme on dit par ici, tu sais, tu t'enrichis pas avec ça, là. C'est juste, c'est un à côté, tu sais, mais il faut aimer ça aussi. Il faut aimer le bois, il faut aimer passer du temps dans le bois. Puis, moi, j'aime ça. On appelle ça ici du bûcheronnage. OK. Fait que c'est pas... Il y en a d'autres dans le coin qui font ça. On se croise dans le bois. Il y a un autre gars qui a une terre à côté de moi, puis lui aussi, il fait à peu près la même affaire. Puis là, on jase de bois, puis on parle. Puis on apprécie ça, tu sais, il faut aimer ça. C'est passer sa journée tout seul dans le bois avec un lunch, puis tu reviens le soir. Puis c'est une vie de bûcheron. Wow! Alors, c'est tout ça. Puis parlons de musique, parce que je sais pas c'est comment ta maison, là, je vois un peu en arrière, mais il n'y a pas assez d'indices en ce moment pour me dire que tu t'es construit un petit studio maison pour travailler? Absolument pas. Même pas? Il y a rien. J'ai mes amplis, là. J'ai des amplis dans le salon, puis
Ces temps-ci, je m'amuse avec je me suis acheté un petit préamp de micro, fait que je chante direct dans un ampli de Git, puis ça sonne sale comme tu sais, il y a une espèce d'effet vraiment particulier. Mais j'ai pas de studio, j'ai même pas de kit pour écouter, pour ainsi dire, là, tu sais, de la musique comme du monde. J'ai même pas de table tournante, j'ai pas de vinyle, j'ai pas de système de son. Wow! J'écoute ma musique dans un affaire USB comme n'importe qui aurait, là. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, c'est pas que ça m'intéresse pas, j'écoute la musique pareil, j'en écoute beaucoup, mais je l'écoute un peu, tu sais, comme en curiosité. C'est pas vraiment dans la qualité du son, c'est juste comme je m'intrigue à comment un album est construit. Je m'intéresse à comment un album est construit, réalisé et tout. J'écoute plus de la musique de la même façon qu'avant. Ouais. Ça, je te comprends. Je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont là-dedans, là, c'est-à-dire que... Ah, moi aussi, complètement. J'écoute plus de la même façon. Ouais. Une seconde avant, la musique, c'était comme presque tout le temps, de 24 heures, nanana. Puis maintenant, j'ai comme... moi, ça s'est développé d'une façon plus par respect, là, mettons. J'écoute beaucoup de podcasts quand je marche, beaucoup de radio, quand je me déplace. Mais quand j'écoute la musique, je m'assois. Je comme, ou je m'étends, ou ben j'essaie de donner une dose de respect à ce qui a été travaillé. T'sais. Ouais, tout à fait, ouais, je comprends. Puis, moi, j'ai ce câble-là ici, justement, pour... c'est ouais. Puis, mais par contre, ce qui a été vraiment étrange, je vais me faire pitcher des tomates, mais je suis vraiment comme toi là-dessus. Moi aussi, je suis pas équipé pour écouter de la musique. C'est fou, hein? Ça en est tellement gêné. Quand ils disent le cordonnier mal chaussé, là, je veux dire, ça peut pas plus s'appliquer 100%. à ma blonde et moi. On est deux musiciens dans la maison, puis tu verrais sur quoi on écoute la musique, c'est d'une grande gêne. Là, ben, moi aussi, c'est d'une grande gêne. Comme je te dis, comment t'appelles ça, une genre de pilule USB. C'est ça. Pas USB, mais Bluetooth. Là, fait que c'est un peu ridicule. Puis il y a du monde qui viennent me voir des fois qui sont surpris de ça un peu. C'est comme, tu sais, il est où ton mur de vinyle? Ben, j'en ai pas. J'en ai absolument pas. Non. Ma musique est dans Spotify. Comme ouais. Mais non, puis c'est pas... comment dire? Je pense que c'est peut-être deux personnalités un petit peu, parce que j'en ai connu. Puis j'ai du respect pour leur trip, puis je le comprends. Parce que plus jeune, moi, je ramassais des vinyles, puis j'aimais ça. Ouais. Mais... il y a ces personnalités-là qu'on appelle plus des mélomanes, c'est-à-dire qui s'intéressent à la musique à large, mais d'une façon intellectuelle, geek, là, qu'on pourrait dire. C'est-à-dire connaître même tous les détails. disques. Ouais, le nom des musiciens qui ont joué sur l'album, l'histoire de l'album. Moi, c'est plus ça. Là. C'est vraiment... ça a changé. C'est juste, je suis intrigué par les choix qui ont été faits quand j'écoute la musique. Les choix... Des fois aussi, juste vivre le disque, c'est le fun. Ouais. Tu sais, le vivre, puis pas justement, j'en parle souvent, là, mais tu sais, garder le mystique de l'album, l'écouter, puis juste faire comme, wow. Tu sais, je comprends qu'est-ce qui se passe, des fois je comprends pas, puis c'est correct. Tu sais, je laisse l'inconnu gagner du terrain, puis planer, puis c'est super. Tu sais, c'est pas obligé d'aller dans tous ces sens-là, tu sais. Mais il y a une affaire qui est intéressante, je viens de penser. Là, tu sors ces deux disques-là le 26 octobre? 27 octobre, Parfait. T'as quand même une route d'octobre. Tu sais, t'as 3 albums. Ben là, ça va être 4 albums que t'as sortis en octobre. Ah, tu me le fais réaliser, j'avais pas remarqué. Je suis un gars d'octobre. Non, mais toi, t'es la trame sonore de mes automnes depuis tellement d'années. C'est comme... oui. Puis même là encore, tu sais, là, les feuilles ont commencé à tomber. Là, la température a vraiment droppé à Montréal. Les feuilles, l'odeur, beaucoup de pluie. Puis là, tu sais, je checkais, j'ai remis tes albums pour me mettre dans la conversation d'aujourd'hui. Puis j'étais comme... Puis là, j'ai comme réalisé, j'ai fait, oh mon Dieu, je les ai tellement écoutés, mais ça m'accompagnait tout le temps. Tu sais, ça sortait l'automne, je les écoutais, puis ça m'habitait. Puis c'est vraiment... C'est bizarre, puis je suis curieux, je vais en parler. Je suis sûr qu'il y a plein d'amis qui c'est comme ça, mais ta voix, ton son, pour moi, vient avec un gilet plus chaud, un froid qui est ambiant, mais puis qui est vraiment d'une certaine chaleur. Tu sais, moi, c'est vraiment comme ça que j'associe ton son. Il y a le seul album que tu n'as pas sorti à l'automne, c'est Le Silence, qui était sorti en mai, qui était, pour moi, évidemment, un bel album, mais un album triste quand même.
Un album Ouais. qui relate. Et étrangement, hein, tu l'as sorti Ouais. au printemps, tu sais. Tu l'as sorti dans... Ah, je me rappelais même pas, tu vois, mais c'est vrai, hein, c'était au printemps celui-là, c'est vrai, j'avais oublié. Puis qu'il y avait une charge, justement, émotive assez... tu sais, qui vient avec le deuil, qui vient avec ton Ah, c'est père. un album ouais, vraiment étrange, une période particulière aussi. C'est ça, Ouais, tu sais. ouais. Donc, c'est tout ça qui est mélangé. Puis, et lui, qui étrangement, l'album que je trouvais le plus noir, apparaît avec plus de soleil, puis avec les bourgeons, puis tout ça. Alors, et après, je me suis presque demandé si c'était volontaire, toi, de te retrouver toujours dans l'automne, ou c'est juste un hasard. Mais peut-être que oui, ma musique s'y prête un petit peu mieux, puis on le sent à chaque fois, peut-être. Ouais. Puis je suis content aussi que tu me dises ça, parce que l'automne, tu sais, pour moi, tu sais, mes souvenirs qui remontent au début de quand j'écoutais de la musique, mes plus beaux souvenirs de découvrir ou d'écouter de la musique sont reliés souvent à l'automne. Quelque chose de deep à l'automne. On a besoin d'être porté par une œuvre, là, parce que Ouais. il y a un deuil à chaque automne. Tu sais, il y a un été qui se termine, il y a un, tu sais, Mhm. la vie sérieuse reprend, et il y a une genre de... On perd une liberté. Fait que c'est toujours deep l'automne. La T'as nature raison. qui meurt. Ouais, Fait que, à l'automne, on change. Littéralement, on On change. change, on a une prise de conscience à chaque automne. Tu sais, Ouais. on step sur quelque chose dans notre vie, il y a quelque chose qui se transforme. Fait que, donc, si ma musique accompagne bien ces périodes-là, ben, tu sais, c'est sûr que c'est un... je le prends bien, là, tu sais, c'est le fun. Puis je pense qu'aussi, ouais, c'est ça, avec les maisons de disques, niveau, peut-être, j'aime pas ce mot-là, mais tu sais, niveau marketing, tu sais, on sentait toujours que ça se prêtait mieux, ce que je fais à un automne, que au printemps, on a tendance à lancer de la musique que les gens, qui va accompagner les gens dans l'été, donc ça va toujours être un petit peu plus festif. Ouais, puis c'est drôle hein, quand même, oui, puis le caractère... Même si Chocolat l'était des fois, je pense qu'on les a sortis aussi à l'automne, parce que Ouais. malgré Non, mais j'ai vérifié. Absolument, les disques de Absolument. Chocolat étaient à l'automne aussi. Non, mais je trouve ça drôle parce que après ça m'a amené toute une réflexion par rapport à... C'est vrai, l'industrie de la musique, puis aussi le rapport des saisons, parce que c'est sûr, c'est certain que même l'été, moi, j'aime ça me laisser piéger par les sorties musicales, puis de me rendre compte que, OK, c'est juste des trucs pour essayer de t'accrocher. Il n'y a rien de profond l'été. Il n'y a rien de profond qui sort l'été. C'est toujours quelque chose... c'est pas la place. Ouais. C'est pour te faire oublier de toi, c'est pour t'élever à ça, c'est pour être dans juste vraiment, vraiment dans le moment présent du beau soleil, de cette ambiance-là, alors que vraiment, oui, cette profondeur-là de l'automne, verre de vin rouge, café, Oui. tu sais, c'est assez amusant. Moi, d'ailleurs, je t'en parle, j'en ai... Tu sais, nous, toi et moi, on s'est toujours un peu croisés ici et là à Montréal, une fois de temps en temps, dans des trucs. Moi, j'ai quand même vécu un magnifique Noël avec toi. Quand tu avais sorti premier album, en 2010, l'automne, j'avais écouté, j'aimais full ça, puis là, je venais d'emménager sur le plateau. Puis ce Noël-là, finalement, je suis resté à Montréal. Je pense que mes parents étaient partis quelque part, je sais plus trop, puis... je m'en allais à la boîte noire qui était ouverte, feu boîte noire sur Montréal. Oh, la boîte noire, wow. Je me pogne un film, puis là, je fais un petit détour, puis là, je passe devant Quai des Brumes, puis c'était le 23 ou le 24, c'est un des deux, décembre. Puis ça disait Jimmy Hunt show. Bon, j'étais rentré, puis Ça me dit quelque chose. t'étais tout seul sur scène. En one-man band, oui. T'étais en one-man band. Il y avait, évidemment, c'était Noël, il n'y avait pas grand monde. Non. Puis je m'étais installé au fond au bar, puis t'avais fait tout le disque, je pense presque dans l'ordre. On était une petite gang, c'était un super moment de musique. J'avais fini le show, j'étais comme... Puis c'était Noël, il neigeait en arrière-plan, comment c'est fait au Quai des Brumes en plus. Avec les portes, on voyait un peu de neige. C'était comme une espèce d'affaire complètement irréelle pour moi qui apparaissait à ce moment-là. Puis t'avais amené des lots, puis t'avais réussi quand même à recréer pas mal l'album par toi-même en one-man band. Ouais, ça me dit quoi, ouais. Puis ça m'avait bien... ça m'avait je sais pas, ça m'avait vraiment habité de l'espèce de présence que tu avais réussi à prendre tout seul. Puis tu sais, quand je vois des gens qui partent tout seuls avec leurs trucs, je me dis toujours, bon, ça doit être épouvantable, ça sonne le sentiment de prendre ça sur ses épaules, puis t'as un album en plus. Tu venais de sortir l'album, je savais que t'étais de qui à cause de Chocolat, mais tu sais, tu venais de sortir ça. Je pense en plus t'avais été Révélation Radio-Canada, ou en tout cas, je pense que t'étais un peu partout, puis tout ça. Ouais. Mais finalement, c'était super. Je me souviens que juste c'était comme
Un chouette moment. Puis ça m'amène à la question suivante, c'est maintenant que tu sors ces albums-là, je présume qu'il va y avoir des dates qui vont venir dans le futur. Est-ce que tu vas en faire une structure avec un band ou tu vas faire quelque chose de plus petit ou c'est pas encore décidé? Ou... Même pas. OK. Il n'y a pas de lancement. OK. Pas de lancement, rien. OK. Non. L'autre fois, c'était le fun. Là, sinon, j'avais l'excuse de la pandémie. Là, c'est vrai. Pas. Ça n'a pas paru, mais je voulais pas t'en faire. Puis là, oups, il y a eu la pandémie. C'est comme, dommage. Non, mais j'ai pogné j'allais dire, je suis devenu frileux par rapport à la scène un petit peu. J'ai pris un break après les tournées de Chocolat, la mort de mon père. Je me suis installé ici. Je me suis rendu compte après, je m'en rendais pas compte, c'est souvent comme ça, on s'en rend compte après, que j'étais un petit peu burn-out. OK. J'étais devenu un petit peu irritable, fatigué, un peu tanné. Je faisais des choses en ayant pas tant de fun que ça. J'avais hâte que ça finisse. Tu parles-tu surtout des shows solo ou des shows même avec Chocolat? Ben à ce moment-là, je faisais plus de shows solo déjà. Je faisais des shows juste avec Chocolat. Puis c'était la fatigue, je pense. Tu sais, c'était plusieurs années. Moi, ça avait été comme un peu la pédale dans le tapis depuis genre 2006, 5, 6. Tu sais, c'est-à-dire, j'avais commencé justement, je faisais des shows one-man band au début, solo. J'avais fait un petit album solo qui est devenu un peu rare, là. Puis après, il y a eu Chocolat. Puis là, ça s'est enchaîné de Chocolat à ma carrière solo. Puis là, tout, ça a déboulé. Puis là, tout de suite après Maladie d'amour, ça me tentait pas d'avoir un genre de succès comme ça. Fait que j'avais le goût de jouer avec le band. Fait que là, Chocolat, ça a pogné plus que je pensais. On a signé avec un label français. Puis là, le label français a fait en sorte qu'on avait de la tournée sans arrêt en Europe. Ça, c'est malade. Ouais, fait que ça a été comme bang, 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 bang. Tu sais, mon truc solo marchait, puis là, le Ben aussi. Fait que là, j'étais rendu avec 2 affaires. Ah ouais. Puis plus la pression qui me suivait encore, que les gens attendaient une suite à Maladie d'amour, mais en même temps, moi, je tournais sans arrêt avec Chocolat. Fait que j'avais toutes ces affaires-là dans la tête. Puis un Ben, c'est un Ben aussi, là, ça demande quand même du jus. Là. Ouais. Fait que on a fait une dernière tournée, je me souviens, le dernier show que j'ai fait, c'était à Mannheim, en Allemagne. Puis, j'ai jamais refait de show depuis ce temps-là. C'était en 2018. T'as pas refait un show depuis 2018? Aucun. Oh shit, OK. Aïe, aïe, OK. Ça, je savais pas. OK. Ouais. Aucun show depuis. Ça t'angoisse-tu de penser que tu pourrais remonter sur scène avec ces 2 albums-là? Tu sais, comme là, c'est ça, j'ai pas envie d'en booker. On dirait que j'ai pris c'est après, peut-être, justement, comme je te dis, que j'ai probablement fait un burn-out ou du moins, en tout cas, une fatigue professionnelle. Là. J'ai de la misère avec les engagements à long terme. Puis souvent, les shows, de la façon que ça fonctionne, ton booker t'appelle, puis là, il dit l'année prochaine, au mois de juin, telle date, à telle heure, on va te booker un show, puis c'est ça le cachet. Puis sois là. On dirait que là, dès que c'est le temps de dire OK, je suis comme non. C'est trop loin, c'est trop serré, c'est trop rigide, c'est trop inflexible. Puis tu sais que si jamais tu chicken puis tu choke, il va y avoir du monde en esti, ça va décevoir, ainsi de suite. Fait on dirait que cette petite pression-là, ça va prendre un temps avant que je rembarque là-dedans. Puis malgré les deux albums qui vont sortir, tu vas quand même te donner une distance face à ça. Ce que j'aimerais faire, j'en parle des fois avec des amis, ce que j'aimerais faire, c'est des petits shows un petit peu surprises. Ça peut être à Montréal ou en dehors, en région, dans des petites places. Là. Ça, on dirait que ça me manque, en fait. C'est ce que je faisais au début. Moi, au début, j'appelais quelque part. Je me souviens, je faisais des shows à chaque été à Tadoussac ou au Balcon Vert ou à Québec aussi. J'en faisais au Barfly à Montréal. Au Barfly! C'était cool. Ouais, au Barfly, j'appelais le gars. Je me rappelle plus de son nom, là, mais c'est sûrement lui qui tient ça encore, je sais pas. Puis, il y avait son agenda, puis j'entendais le papier. On se parlait au téléphone. On n'avait pas de on se parlait au téléphone. Ça, c'était genre en 2004, là, 2003, 2004. Puis là, j'entendais « OK, Jimmy, OK. » Puis là, il parlait en anglais. Quelle date? Mettons, 7 juillet, 8 juillet, puis là, ça. Puis je faisais mon affiche, je collais un autre band, des amis, puis on disait on se fait une soirée à la gang, ça coûtait 5$ rentrer, puis on faisait un show, puis il y avait 25-30 personnes, puis on avait du fun.
Tu Ouais. sais, puis cette espèce de proximité-là, l'intimité, une petite salle. Puis pas de stress non plus. Lui, le gars du Barfly, il se disait 2 jours avant, finalement, ça marche plus. Ah, pas de problème. Il mettait un X à la date, puis next. Ouais, je comprends. Puis C'était très relax. Tu sais. Ouais, je comprends. Mais tantôt, pense... t'as parlé de pression. Tu sais, tu disais, la pression de ça. Maladie d'amour, pression de sortir un disque. Ouais. T'as sens cette pression-là? Ouais, moi je la sens. Moi, je gère mal le stress. Moi. Les gens proches de moi le savent. Là, quand je suis stressé, je deviens désagréable. OK. Mais en tout cas, il y a une affaire que tu as réussi à faire, ce qui est super difficile. C'était t'as fait un album, ton premier album, éponyme, Jimmy Hunt, qui était un succès, qui était extraordinaire, qui était, la critique a adoré. Il fallait faire un deuxième après. Ouais. Puis tu as réussi à faire un album de même qualité, peut-être des fois, j'aurais presque envie de dire supérieur. Ce qui est très difficile, souvent, les deuxièmes albums, c'est rough. T'sais. C'est rough pour la pression, c'est rough pour l'accomplissement. Puis souvent, il y a une tendance que la critique ramasse souvent les deuxièmes albums. C'est souvent... Oh oui, le monde t'attend avec une brique et un fanal un peu parce que... Mais toi, t'as pas eu le droit à ça avec Maladie d'amour. Ah non. Au début, on s'en rappelle pas, mais au début, il y a eu une réponse presque tiède. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que c'est un album, je pense aussi, qui a bien vieilli, c'est qu'il déstabilisait un peu. Là, il faut se remettre à ce moment-là, mais il n'y avait pas eu beaucoup au Québec, de chansons déviées plus vers la synth-pop, c'est-à-dire, tu sais, avec pas beaucoup de textes, beaucoup de synthétiseurs, beaucoup de musique, des textes slogans un peu, qu'on dit, tu sais, comme court, mais répétés. Moi, à ce moment-là, tu sais, mes références, c'était Sébastien Tellier, hybridé avec Daft Punk un peu, c'est-à-dire un bon beat, pas besoin d'un texte de 20 pieds de long, c'est juste comme une bonne phrase, un genre de loop, je sais pas, Around the World, des affaires comme ça, ça marche, et puis je trouve pas que c'est moins de la poésie, je trouve pas ça moins poétique, il y a quelque chose qui se crée, quelque chose qui se construit, on en fait ce qu'on veut. Fait que cette espèce de proposition-là, elle était comme reçue ici, comme avec un enthousiasme un petit peu prudent. Puis c'est après que ça a kick in, c'est après que le monde a fait fuck, c'est bon, tu sais. Okay. Il y avait quand même des chansons dessus. Là, mais je pense ce qui faisait peur, c'est qu'il y avait beaucoup de synthétiseurs, des beats qui sont pas tout à fait associés à... Il y avait encore une idée conservatrice de la chanson. Que là, maintenant, on n'en parle plus, ça a complètement éclaté, puis tant mieux. Mais ça, c'était en 2012-13 que ça se passait. Puis il y avait encore une petite timidité. Puis je parle des médias là, traditionnels, évidemment, mais c'était ça qui portait la musique à ce moment-là. Et tout ça a changé là, aussi. Là. Ouais. Mais là, après, par contre, dans les mois qui ont suivi, ça a été assez vite. Ben là, j'ai quand même eu 2 Félix, puis tu sais, ça a kick in, ça s'est passé. Ouais, ça s'est passé. Mais je me souviens de la première réponse, c'était comme « Hey, c'est bon! C'est bizarre, mais c'est bon! » Mais la réponse du show aussi n'était pas si chaude que ça. Non plus. Mais ça a été le fun pareil. Mais là, avec une nouvelle sortie d'album qui n'aura pas de lancement, qui n'aura pas tout le truc traditionnel qu'on a pu connaître dans le passé, est-ce qu'il y a le même niveau de stress qui vient pour toi? Moins. Ça me stresse moins même aussi, je dirais que ça me stresse un petit peu moins d'être pas aimé par... plus jeune, on dirait qu'on voudrait que tout le monde aime ce qu'on fait. Puis j'accepte mieux maintenant que, je suis dans une certaine niche, si on veut. C'est pour un certain public. Je pense qu'il y a un vieux public qui est derrière, qui suit depuis longtemps puis qui est ouvert à des propositions différentes que je fais. Puis un nouveau aussi qui peut être intrigué. Mais ça me... Il y a un stress, là, c'est sûr, je ne vais pas te mentir, il y en a tout le temps un. C'est comme, c'est parce que moi, le stress, c'est plus par rapport au niveau de la création, c'est-à-dire, c'est fini, il n'y a plus de... Tu peux plus retirer sa corde puis corriger quelque chose. Ah ouais. Ta coupe, là, c'est wow. La petite phrase que tu aurais peut-être enlevée, il est trop tard, c'est fini. Là, c'est genre... Moi, c'est ça qui me stresse. Après, la réponse, ben là, c'est ça qui est ça, puis j'espère que ça se passe bien. Mais t'es pas un gars de réseaux sociaux, t'es pas un gars qui passe son temps sur ces trucs-là. Les médias
qu'on a pu connaître sont plus pareils. On n'est plus vraiment, il n'y a plus vraiment de critiques de musique tant que ça. Plus vraiment. Si on est honnête, là, il n'y en a pas vraiment. Il y a des niches qui s'organisent avec leurs critiques. Exact. Fait que c'est pas des critiques de musique, mais c'est des critiques d'un certain milieu. Exact. Fait que c'est toutes des petits systèmes, en fait. Là. Mm-hmm. Fait que moi, je ne sais pas dans lequel je me retrouve. Justement, je me suis toujours senti un petit peu entre deux chaises, entre... c'est ça, une certaine dimension de la musique qu'on pourrait dire un peu plus mainstream, mais puis je suis relié aussi à une proposition alternative tout le temps. Fait que je suis un petit peu entre les deux. Oui, c'est vrai, puis c'est sûr que Chocolat en est aussi une raison. Parce que la proposition, d'ailleurs, Chocolat, ça existe encore d'abord? On dit jamais que c'est mort, on dit jamais que c'est vivant non plus. Statu quo. C'était déjà arrivé avec Chocolat, on avait arrêté en 2009, me semble. Puis là, après ça, j'ai fait mes albums solo. Mais il y a une chose est certaine, travailler en groupe, je sais pas si je vais être capable de refaire ça. C'est vraiment drainant. C'est vraiment quelque chose. C'est du sport, un band. Puis moi, j'ai pas tendance à jouer avec... quand c'est un band de rock, c'est le fun d'avoir des bons caractères dedans. C'est ça qui fait un bon band de rock, t'sais. Oui. ça participe à ça, c'est vrai. Ouais, fait que, tu sais, c'est exigeant. Si je le faisais, sûrement qu'on aurait un bon gérant, là, tu sais, qui s'occupe des discussions compliquées. Peut-être, entre autres, et peut-être avec un petit peu moins de tournées folles comme vous avez pu avoir. Peut-être, ouais. Une chose est sûre, tout le band est d'accord avec ça. Ils sont le fun à jouer, les albums de Chocolat. C'est sûr puis ils sont le fun à écouter. Ils sont écoute, particulièrement, moi, le dernier m'a tellement amusé. Mais aussi, il m'a amusé, mais aussi... Il m'a fait groover, dans le sens que il est le fun, le disque. Il est le fun au bout. Ouais. Quand il est sorti, je me souviens... C'est là que tu te dis... j'étais avec des chums de musique classique contemporaine, puis tout le monde en parlait de cet album-là. Tout le monde disait, hey, t'as-tu écouté? L'as-tu écouté? Puis tout le monde a dit, ah ouais. Hey. Puis on parlait des quelques phrases, des loops, hey, telle affaire, nanana. Je veux pas dire que c'est un indice de réussite, mais quand des geeks de musique contemporaine se mettent à parler d'un album qui est pas classique habituellement, dans ma tête et dans mon vocabulaire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est le fun qui se passe à l'intérieur de ça. T'sais, parce qu'habituellement, on est assez difficile pour ce qui est en dehors de notre corde. Là, donc, c'est sûr. Non, c'est flatteur d'entendre ça. Je trouve ça le fun. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est contagieux. C'est peut-être, justement, c'est le fun qu'on a eu aussi à le faire. Puis je veux dire, c'est ça, c'est agréable d'un bout à l'autre. C'est un beau trip, cet album-là. Puis je pense que les gens l'ont senti. Là, que vraiment. On a eu du fun à le réaliser, à l'enregistrer, tout ça. Puis mais quand ça s'est fait dans 5 places différentes aussi, fait que c'était le fun l'expérience. C'était 5 studios différents. Puis la démarche était cool. Moi, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en parler. J'ai disparu après. C'est vrai, vraiment. Je suis venu me cacher en Gaspésie, puis je répondais pas au téléphone. Calvaire. Puis là, mais tantôt, tu disais, ah non, c'est à la maison, j'ai rien, non, là, j'ai quelques amplis, je bisonne un peu. Mais quand même, l'écriture des chansons, elle se fait dans ta maison. Oui, totalement. Quand même, c'est ça. Tu fais ça minimalement, guitare. T'as ton laptop, genre, que tu bisounes des beats, des affaires? Même pas. Pas ça. Je l'ai fait un bout de temps. Puis, des fois, j'essaie un petit peu de faire des démos, si on veut. Puis maintenant, j'ai le goût d'aller en studio avec juste cette espèce de petit vertige-là, cette petite adrénaline-là, d'avoir jamais enregistré, puis d'essayer comme une première fois, mais direct dans le studio. Parce que des fois, il y a quelque chose qui se passe là. Ouais. Tu sais, t'as pas cherché à y donner une direction particulière encore. T'as tes accords, t'as tes mots, mais il pourrait se passer plein d'affaires. Tandis que la démo, c'est directif. Si tu le fais entendre aux musiciens, ils ont déjà une petite idée d'où aller, puis ils ont déjà comme une certaine appréhension avant le studio. Fait qu'il y a encore des musiciens qui me demandent t'as-tu des démos? Puis maintenant, je dis non, on va y aller from scratch. Là. On verra ce que ça donne. J'adore ce moment-là. Ça crée un lien aussi avec les musiciens tout de suite. La toune nous appartient, tout le monde. Elle n'a pas existé avant. C'est comme si elle naît entre nous. Là, c'est plus créatif. Clairement, c'est plus créatif. C'est moins dictateur dans
dans la direction, dans même la C'est ça. pulsation. Parce que écoute, t'as raison, tu sais, un démo, mine de rien, un démo, c'est quand tes oreilles s'attaquent à une première écoute, les oreilles, la tête s'attachent à cette première écoute, peu importe. Absolument. Même si tu veux pas, c'est plus fort que nous, on le fait. Ça laisse une trace. Ouais, ça laisse une trace, C'est un exactement. artefact, là. Tu sais, tout de suite, il y a un artefact de la toune qui va te suivre. Tu sais. Ouais, puis là, c'est difficile de se détacher après, là. Tu sais, c'est comme. Ouais. Hmm. Tout à fait. Fait que non, je fais plus ça. Je les compose ici. Voix guitare généralement. J'ai réessayé de jouer du piano parce que le seul album que j'avais joué un peu de piano, c'était Maladie d'amour. Puis ma blonde à l'époque avait un piano, avait laissé traîner un piano chez nous, puis c'est pour ça que Maladie d'amour, il y a du piano. C'est comme, faut pas que j'en ai un à moi. Quand j'en ai un à moi, j'en joue pas. C'est Fait bien que, correct. Si je vais chez du monde, là, j'aime ça jouer sur un piano. Tu sais. OK, Fait que, donc, je veux pas dire l'interdit, mais les limites sont toujours intéressantes à casser, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Pas pire. Écoute, Jimmy, moi, j'irai avec la prescription. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as à me partager. Ah oui, ça m'a... Hier, je me suis dit, il faudrait quasiment que je me prépare un peu parce que j'ai l'impression de consommer moins et de littérature et de cinéma et de musique, mais je me suis questionné un peu, je me suis dit, ben non, dans le fond, il y en a tout le temps un peu, mais c'est que je suis moins dans des gros coups de cœur là, récents. Là. À part un film que j'ai vu récemment que j'ai trouvé fabuleux, ça s'appelle Asbestas. C'est un film, je pense, une production espagnole. Asbestas. Asbestas. OK, je m'en vais trouver ça. C'est un couple qui veulent... qui cultive une ferme biologique, qui se sont installés en Espagne. C'est des Français immigrants en Espagne. Quelque chose qui est prêt. Oh, vas-y. Puis ça se complique avec les gens du village. C'est un petit village de montagne, hyper conservateur. Puis l'enjeu, c'est qu'il y a une proposition par une compagnie d'installer des éoliennes dans les montagnes en question. Le village est super down parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais eux, le couple de Français, étant des écologistes, des environnementalistes et tout, ils s'opposent. Mais comme c'est des nouveaux dans le village, mais ça fait en sorte que le projet est refusé, mais là, ça crée toute une tension. C'est vraiment ça, le synopsis. Film espagnol. C'est super... français. Non, attends. Je pense que c'est franco-espagnol. Oui, c'est une collaboration, en effet. C'est une collaboration, exactement. Mais vraiment un très bon film. C'est vraiment intéressant. OK, cool. Avec des cools enjeux en plus à l'intérieur de tout ça, là, c'est comme... Tout à fait. Puis, en tout cas, ça vaut l'écoute. Excellent. C'est bien réalisé, c'est beau. Cool. Sinon, j'ai réécouté des classiques aussi. Un film que je n'avais jamais vu, j'ai toujours entendu le titre. C'est un vieux film français qui avait été réalisé par Jules Dassin, pas Joe, mais Jules. Rififi, du Rififi chez les hommes. C'est un vieux suspense français, c'est un classique. Ça m'a influencé. J'ai pas vu ça. T'écoutes ça, là, puis tu te dis, si Tarantino n'a pas vu ça, tu sais, et plein d'autres qui ont réalisé des suspens, Scorsese, toute cette gang-là, c'est sûrement pour eux de la matière de base. Un outil de référence. Répète le titre encore. Du rififi chez les hommes. Du rififi chez les hommes. C'est un vieux mot. Rififi, c'est un vieux mot français qui veut dire de la chamaille, en fait, de la bagarre. Genre c'est du vieux... un vieux slang français, je pense. Ouais, puis c'est 1955 quand même, le film, là. Ça date, là. Ouais. Ouais, cool. J'ai écouté des vieux comme ça. Ça m'a donné le goût. En fait, après, j'ai écouté un autre que j'avais pas vu de Clouzot, c'est Le Salaire de la peur. J'avais vu Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot. Ouais. J'avais beaucoup aimé ça. Puis je n'avais vu un autre... je me rappelle pas c'est quoi. J'ai vu le fameux documentaire sur son film avorté. Ouais, qui est pas pire. C'est hallucinant. Ah, c'est fou, là. C'est vraiment le projet d'un gars qui est en train de perdre la tête, mais qui veut créer une œuvre. Monumentale, mais que ça se passe pas. Mais tout le monde qui a travaillé sur un projet à long terme, que ce soit un album ou un film, peuvent relate à Henri-Georges qui vit fou. Là. C'est comme... Mais en tout cas, c'est ça pour dire que Le Salaire de la peur, un autre film qui est réalisé, ça montre à quel point c'est vraiment un réalisateur intéressant. Il amenait vraiment le cinéma français ailleurs. Il y a beaucoup de références à d'autres cultures, à un certain langage aussi, tu vois, qui est influencé par le cinéma américain. Évidemment, oui. Mais d'une belle façon, puis c'est un très bon film aussi. Cool. Il y a ça, à part dans la prescription, côté lecture...
j'ai l'impression de lire beaucoup moins qu'avant, mais je lis des choses quand même. Il y a un philosophe que j'ai lu quand je suis arrivé ici, puis j'ai lu plein de ses livres, qui s'appelle Byung-Chul Han. Dans la nuée. Ouais, du numérique, mais il a écrit plein de livres, j'en ai plein d'autres. Là, je suis tombé sur lui sur le top de ma pile. Puis ça, c'est réflexion sur le numérique dans ce cas-ci. Ouais. OK. Tu sais, pour te donner... c'est vraiment intéressant, mais j'ai relu derrière parce que là, ça fait un bout que j'ai lu, fait qu'il m'en manquait des bouts. Mais il parle de Byung-Chul Han, donc dans cette crise sociétale, Han analyse les aspects indissolubles liés au numérique, délitement du respect et de la communauté. Faut que j'enlève mes lunettes à ça pour lire d'approche, c'est fou. Étouffement des différences et de l'altérité, exigence maladive de transparence, déferlement de la haine à la moindre occasion, voilà les conséquences politiques. Bref, il écrit ça en 2013, puis tu as l'impression qu'il parle de ce qui vient de se passer dans les 3 dernières années, fait que c'est vraiment intéressant, c'est une analyse sur le numérique qui nous fragmente, en fait. Ouais. Qu'on pensait que ça allait faire l'inverse, mais en tout cas. Mais c'est un sujet qui n'est pas neuf, mais il y a une belle façon d'en parler. J'ai presque envie de dire que c'est un sujet qui n'est pas neuf, mais c'est presque un sujet qui te concerne plus, presque. Peut-être que c'est ça qui m'intriguait, oui. Peut-être que c'est un sujet qui mais c'est parce que ça nous change. Même si moi, je ne suis pas très présent, ça change nos comportements, nos rapports sociaux, même mon rapport je dirais même... C'est une réflexion que j'avais. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la musique, quand je sortais un album ou peu importe que je faisais un petit peu parler de moi, ben, ça se retrouvait dans la presse qu'on appelle maintenant la presse traditionnelle. Ouais. Fait que il y a des membres de ma famille qui en avaient vent. Ils comprenaient un petit peu où je m'en allais avec ma carrière. Mais depuis quelques années, vu que ça s'est fragmenté et tout, mon frère a plus de nouvelles, mettons, des médias traditionnels. Tu sais, il fait un petit peu comme plein de monde, tu sais, un peu sur Facebook, un peu à gauche, un peu à droite. Ouais. Fait que c'est comme si on n'est plus... on est encore moins une communauté déjà qu'on l'était plus tant. C'est d'un peu de ça que Byung-Chul Han parle. Cette fragmentation-là fait qu'on vit dans des niches un petit peu séparées, fait qu'on se comprend de moins en moins, même avec des membres de notre famille. Non, mais t'as raison, t'as raison. Ouais, surtout dans ton cas, c'est ça. Je sais pas si ta famille... Est-ce que ta famille t'a bien soutenu musicalement, je veux dire, avec ta carrière, tout ça, ou c'est quelque chose où t'es un peu l'ovni, t'es un peu l'extraterrestre de la famille? Je suis à 100% l'extraterrestre de ma famille. Je veux dire, puis j'en parle en riant des fois avec... j'en parlais avec Steven parce qu'il vit un petit peu la même chose que moi, je pense, des fois. C'est que, tu sais, on va parler qu'on travaille sur un album, mais tu sais, des fois, ça dure plusieurs mois, des fois, ça dure 1 an, comme là, dans ce cas, ça a duré 2 ans. Des fois, tu sais, dans leur tête, t'as l'impression qu'ils disent que ça aboutit-tu son projet? Qu'est-ce qu'ils font? Ils enregistrent, puis ils enregistrent, puis ils enregistrent, puis ils enregistrent. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais compris tout le processus de pré-prod, prod, post-prod, puis le mixage, puis le mastering, puis la pochette. Puis... Mais c'est que, oui, je suis l'ovni dans le sens que ils s'intéressent dans une certaine mesure, mais pas de là à comprendre tout ce que je fais, tu sais. Mais ils apprécient et ils soutiennent dans le sens que... Oui, ils sont tout à fait fiers puis ils apprécient. OK, cool. Mais je suis l'ovni dans le sens qu'il aurait peut-être mieux compris s'il y avait eu d'autres artistes dans la famille. Peut-être que on aurait eu des discussions sur la création, sur l'abstraction, sur... T'es le seul qui s'est lancé dans un métier d'art? Ouais. OK. Ouais. Puis, oui, c'est ça. Il y en a eu dans ma famille. J'avais une tante qui faisait de la peinture, mais tu sais, pas plus que ça. Mon grand-père Hunt jouait un petit peu de... C'est peut-être à cause de lui que j'ai joué de la guitare. Là. Il jouait du ukulélé. OK. Guitare. Il avait voyagé à l'époque au Portugal puis en Espagne, puis il avait ramené ça, puis il jouait quelques accords. Mais, donc, oui, je suis le seul, donc totalement ovni. Ouais, mais c'est correct, ça. Mais pour tout ça, pour dire que... Oui, ton livre sur le numérique, ça, c'est intéressant. C'est comme tu dis, 2013, puis ça s'applique encore aujourd'hui. Oui, mais il y a d'autres... Byung-Chul Han, il y a d'autres livres. C'était pas nécessairement, moi, mettons... je sais pas si je le prescrirais tant que ça. Je dis juste une lecture, j'ai eu... ce que je prescrirais peut-être plus que... du moins que j'ai lu beaucoup ici. J'ai découvert mieux Sioran. Moi, Sioran, pour moi, c'est juste des citations un peu capotées, tu sais.
Mais je Ouais. l'ai connu un petit peu mieux. Je me suis acheté les œuvres complètes. Il y a des trucs un petit peu illisibles d'un début dans sa jeunesse. Là, je pense qu'il cherchait un peu. Mais à la fin, ces fameux anathèmes, c'est magnifique. Là. OK. D'ailleurs, le livre qui s'appelle Aveux et anathèmes de Sioran, moi, j'adore ça. Moi, il me fait rire. Il y a du monde qui le trouve sombre. Sioran parle souvent de suicide, puis peut-être le sujet me fascinait là, à ce moment-là, parce que moi, mon père s'est suicidé sur le tard. Là. OK, je suicidé sais. à 70 ans. Oh, Ouais, OK. c'est pour ça que mes années ont été un peu difficiles à partir de 2018. Oh shit, man. Ça, mais moi, je pensais, dans ma tête, à cause qu'il était âgé, peut-être sûrement comme un paquet de gens, je m'étais dit que c'était une maladie, un cancer ou un truc de ça. Il y avait une maladie, il y avait un problème au cœur, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il l'a pas accepté, tu sais, parce qu'il il avait peur de devenir invalide, en fait. Il avait peur de se rendre là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il a pas attendu l'assistance pour mourir, là, parce que de toute façon, je pense même pas que tu peux l'avoir pour un problème de cœur. Là. Mais lui, il se considérait déjà invalide, juste le fait d'avoir besoin d'aide. C'était-tu un homme dépressif de nature ou c'était ouais, quand même? Ouais, c'est ça. Oui, ça fait que tu sais, c'était comme ça prenait pas grand-chose pour déclencher. Ouais. Ça a dû avoir un effet. Évidemment, ça a eu des conséquences sur toi, mais aussi sur tous les membres de la famille. Est-ce que ça vous a un peu plus unis ou désunis ou? C'est dur à dire encore, je pense. Ouais. Moi, je dirais plus désunis qu'unis. Ça aurait été le fun, ça nous unisse, mais il y a des silences, ouais, il y a du non-dit, il y a des... Mes frères, c'est pas des grands bavards. C'est une famille de travailleurs. Fait que, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de refoulement là, dans tout ça. Moi, j'essaie des fois, moi j'en parle plus ouvertement. Ouais. Ça m'a forcé aussi une auto-analyse un peu, essayer de comprendre qu'est-ce que j'hérite de ça, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça a été quand même beaucoup de questions qui, pour moi, il y a du positif là, dans tout ça. Là. Ça m'a forcé une pause, un regard sur moi et mon entourage et ma vie et mes proches. Là. Fait que, ouais. Mais pour la famille, mes parents étaient déjà séparés depuis quelques années, fait que ma mère, tu sais, comme... Ouais. Ça devient personnel. Tout ouais, non, je sais, on n'est pas obligé d'aller là. En gros, mais en fait, c'est le fun que je pense que c'est une bonne chose que j'en parle parce que je suis pas le seul à vivre ça, fait que ça peut être intéressant pour d'autres. Non, puis moi, je connais quand même... Étrangement, c'est bizarre qu'on parle de père. Moi, je connais quand même facilement... J'ai 3 amis dont les pères se sont suicidés au cours des 10 dernières années. Ouais. Donc, 3, quand même. Ouais, et dans des âges, en fait, assez similaires à ton père, assez âgés. Ouais, les hommes vieillissent, on dirait qu'on a de la misère avec le vieillissement. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas, un dépassement, une incompréhension. Puis, tu sais, c'est quand même connu en plus dans les chiffres qu'au Québec, le taux de suicide chez les hommes est assez élevé. Donc, donc il y a sûrement quelque chose qui loge là-dedans. Puis toi, ton rapport avec ton père était bien? Tu parlais bien avec ton père? Moi, ouais? le mien était bon. Avec mes frères, non. Ils se parlaient plus. Il y avait eu des tensions dans la famille. Puis des trucs que j'aurais aimé, justement, pouvoir arranger avant sa mort. J'avais des projets, justement, par rapport à ça, d'essayer de les réunir pour que le monde se parle un peu. Ouais. C'était des orgueilleux, justement pas très verbeux, qui s'enlisaient un petit peu dans leurs affronts, qui étaient somme toute des raisons assez banales finalement. Fait que, mais moi, mon rapport était quand même bon avec lui, par chance. Je pense que je l'aurais pris plus dur si à ce moment-là, il avait été mauvais. T'sais. Fait que non, on s'était vu l'année précédente parce qu'on se voyait pas beaucoup, là. On se voyait dans le temps des fêtes. Ouais. Puis ça avait été ben cool, là, vraiment. OK. Vraiment super. J'ai un petit regret qu'on a tout le temps quand quelqu'un meurt. On devait se revoir quelques semaines avant, puis ça ne donnait pas pour moi. Je m'en venais ici en Gaspésie, puis je lui avais dit je vais passer te voir au retour, puis il est mort entre-temps. Fait que, ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui t'habite un peu, là. Ouais. Qui va toujours m'habiter un petit peu, mais bon, je sais que c'est tout le temps comme ça quand quelqu'un meurt. Il y a tout le temps un moment qu'on a manqué. T'sais. Non, mais ça, c'est certain. Puis, en tout cas, tu t'es une source, je dis d'inspiration, mais je veux dire, ce disque-là, le silence, justement, ça t'a amené un peu, sûrement, ça t'a amené à aller plus dans l'acceptation, dans l'analyse de ces sentiments-là, puis aussi une forme d'hommage aussi, quand même.
Oui, c'est ça. J'aurais aimé par moment parce que je l'ai fait d'une façon assez, comment dire, assez sobre. Des fois, quand je l'ai réécouté, des fois, je me dis, j'aurais pu ouvrir plus. J'avais un rapport vraiment particulier à cause de l'état dans lequel j'étais, peut-être à la musique à ce moment-là. Je voulais que ce soit presque square, presque un petit peu stiff, presque un petit peu comme rien de. Je voulais même pas que ça soit catchy, on dirait. C'est comme. Puis je voulais que la musique arrête quand le texte est fini. Fait que, c'est pour ça qu'il y a des tunes super courtes. C'est comme, j'ai plus de texte, ça s'arrête là, c'est tout ce que j'avais à dire. Je l'ai fait d'une façon quand même particulière. C'est des choix singuliers. Je suis content du résultat, mais c'est ça. Des fois, ça aurait pu prendre un petit peu plus d'envolée, mais c'est ça. Une œuvre, c'est le reflet d'un état dans lequel on est à un certain moment. On peut pas. Ça se contrôle pas. Non, c'est ça. C'est comme. J'avais commencé une version beaucoup plus expérimentale de cet album-là avec un autre réal. Ça aurait donné quand même quelque chose d'assez intéressant, mais je le sentais plus à mi-chemin. Justement, ça s'en allait beaucoup dans de la musique. J'avais l'intention que ça soit pratiquement du jazz fusion, là, du genre de. OK. Miles Davis, période Get Up With It, là, tu sais, genre. Ah, mon Dieu, OK. C'est genre On the Corner, tu sais, fait que. Mais. M'emmener avec les textes, je ne savais plus où placer les éléments, puis je me suis dit, non, je vais faire ça super simple. Ouais. Le disque, lui, est-ce que, justement, il a dû accrocher quand même un peu du moins quelques réactions, conversations avec les restes de ta famille qui, eux, sont plus proches de la situation. Quand ils ont vu le disque, ils ont dû faire « wow ». Même pas, ça a engendré un silence total. Ah, OK. Il porte bien son nom. C'est ça, j'allais dire. Il porte vraiment bien son nom, l'album, parce que vraiment, je pense que... j'ai une belle-sœur qui a peut-être parlé un peu pour mon frère, qui m'a dit que ça y avait touché quand je parle de mon père. OK. Mais non, c'est pour te dire, c'est ça, c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, tu auras tenté de lancer une conversation là-dedans. Mais j'ai bien essayé. Tu as bien essayé en faisant un album, rien de moins. Quand même. Aïe, aïe. Écoute, t'avais-tu d'autres suggestions avant que j'oublie? T'as peu. Donc, oui, on était dans les lectures. Oui. J'ai parlé de cinéma, de la musique. Il y a un album, t'as peu, il va falloir que j'aille voir dans mon téléphone. Vas-y, man, vas-y. Il y a un album que j'ai écouté. Moi, maintenant, comme je te disais un peu tantôt, tu sais, je vais pas coller sur un album pendant 3 mois. Là. C'est juste comme, je m'intéresse à quelque chose, c'est un peu momentané. Ouais. Il s'appelle Stillman. Ouais, l'album s'appelle... What Does It Mean to Be American? OK. Par un type qui s'appelle Robert Stillman. OK. Encore là, quand je te disais, je m'intéresse aux choix qui sont faits. Là. Lui, c'est vraiment ça qui m'a accroché. C'est vraiment particulier. Hey, je t'ai perdu, visiblement. Ouais, mais moi, je t'entends, fais-toi-en pas. Tu vas revenir quand tu vas avoir fini. Stillman, c'est ça? Son nom? What Does It Mean to Be American? OK. C'est vraiment particulier. Ça ouvre sur une tune qui pourrait faire penser à du Wyatt un peu. OK. Puis après, ça part dans... On dirait qu'il y a des éléments de Studio One sur une tune genre... une espèce de jazz rock. Après ça part dans une genre de sheer free jazz acide un peu. Il ramène une chanson un peu folky vers... C'est vraiment un étrange truc. Wow. Mais c'est pas fait avec de l'excès. Tu sais, justement, c'est pas comme... Weird to be weird. Là. Non, c'est sincère. C'est sincère, c'est de la belle musique avec des choix vraiment particuliers, un équilibre d'idées assez unique. Fait que tout ça, je l'ai aimé. Sinon, j'ai un ami qui m'a fait découvrir un band de Montréal, mais Montréal anglophone. Je vais essayer de le retrouver. Là. Encore là, j'ai oublié le nom. Pas de problème. Entre chemin, je vois que... Je suis retombé sur du Arthur Russell. Il y a eu une nouvelle édition de Arthur Russell. C'est juste des démos qu'il avait faites. C'est super beau. Ça s'appelle Picture of Bunny Rabbit. OK. Arthur Russell, quelqu'un que tu connais. Oui, j'ai déjà entendu, mais je connais pas. Mais je connais pas, là. Je connais pas. Depuis sa mort, il y a des éléments qui sortent une fois de temps en temps. Parce qu'il est mort assez jeune. Il est mort du sida, je pense, en 87,
90, 94, il était pas vieux, là, il était genre dans la trentaine. Écoute, c'est toujours fascinant les espèces de rééditions qui sortent d'artistes qui sont morts et qu'on savait pas. Moi, dernièrement, j'ai retrouvé une espèce d'édition de Nick Drake qui est sorti où est-ce qu'il a fait un album avec sa mère, sa sœur, je pense que c'est le père qui fait. Puis à un moment donné, il jouait de la clarinette, Nick Drake, puis ils font un trio de Mozart. T'sais. Oh shit! Et sur le disque, ils se mettent la mère à jouer magnifiquement du piano, puis elle était une incroyable chanteuse. Wow! Et tu connais pas Molly Drake? Non. Tu vas tomber en bas de ta chaise quand tu vas entendre la poésie de Molly, M-O-L-L-Y, Drake. Qui était la sœur ou la... La mère de Nick Drake. Elle a un album sur Spotify. OK. C'est juste piano-voix. C'est comme de la vieille chanson anglaise. Écoute, à pleurer, là. C'est à pleurer, puis c'est comme un vieux son. C'est un vieux son d'autrefois, là. Tu sais, c'est pas... Il n'y a plus personne qui... Il n'y a plus personne qui chante, il n'y a plus personne qui crie comme ça. Mais tu sais, il y a une chanson, tu sais, pour l'exercice poétique, là, la chanson I Remember de Molly Drake, si t'es pas touché par ça, écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi là, Puis lui avait une grande admiration envers sa mère. Et ils faisaient beaucoup de musique ensemble. Puis il y a une espèce de ça s'appelle de session familiale, un truc, quelque chose comme ça. Puis dans lequel elle chante, lui, ils chantent ensemble. Puis il y a un extrait où est-ce qu'ils font du Mozart ensemble, parce que c'est quand même incroyable. Anyway. Mais attends, reviens, t'avais un album montréalais, tu disais? Ah oui, t'as peu que je les retrouve, eux autres. T'as peu... J'espère. Sinon, au pire, je te le texterai plus tard. Ouais, pas de trouble. Si tu le trouves pas... Ouais. Sinon, j'en vois d'autres en passant en chemin. Là. Ah, hier, j'ai commencé à l'écouter. Ça avait l'air bon. C'est le dernier de... Sweatshirt. Earl Sweatshirt. J'aime bien Earl. Ouais, dire. Quand même assez bon. Écoute, quand il s'est détaché du band, puis qui a décidé après Odd Future de faire ses trucs, moi, j'ai embarqué, tu sais, lui, son fils d'un poète... c'est un gars qui a de l'imagination. Les beats sont un peu weird parfois. Des fois, je suis comme... Mais le ton, la voix, les paroles, c'est toujours... C'est ça. Some Rap Song, c'est vraiment bon. C'était ça, je pense, le titre de son album précédent. Oui, ça, c'est le deuxième ou le troisième, ça. Parce que j'avais aimé celui-là. Après, j'ai peut-être perdu le fil un peu. Là. Ouais. Très le fun. Bon. Ouais. Sinon, dans les trucs, vraiment, musique, là, très simple... vraiment belle, c'est du brésilien, c'est Louis Bonfa. J'ai écouté ça cet été, tu roules en voiture. OK. Cet album-là, comment il s'appelle? Solo in Rio. C'est lui tout seul à la guitare. C'est magnifique. OK. C'est tout simple, c'est du brésilien. Tu sais, c'est pas du Tropicalia. Là. C'est pas des conservateurs, si on veut, mais c'est vraiment... OK, mais écoute, je vais aller écouter tout ça. Excellent. Un bon guitariste. Excellent. Ah, puis je viens de me rappeler aussi que le dernier roman que j'ai lu, puis ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman, j'en lis pas tant que ça. C'était Yoga de Emmanuel Carrère. OK. Je connais pas. C'est un très bon roman. Ouais. OK. Yoga. Ouais. Tout simplement. C'est vraiment bizarre. Il commence par raconter, il veut faire un livre sur sa pratique de yoga. C'est un écrivain qui raconte sa vie, Emmanuel Carrère, mais totalement sa vie, de façon totalement impudique. Okay. Genre, c'est ça. D'ailleurs, il y a eu un problème avec une ex-femme qui l'a poursuivi parce qu'il parle trop de leur ancienne relation. Tu vois, le gars, il dit « Moi, je vais raconter juste ma vie. » C'est sûr que, quelque part, il y a toujours des choix qui sont faits. Là. Ouais. Mais là, il veut écrire un livre sur sa pratique de yoga, puis finalement, ça bifurque vers une dépression, il est interné, puis en tout cas, c'est un espèce de cheminement. Ça a l'air sombre dit de même, mais c'est super intéressant, puis c'est bien écrit. C'est vraiment un bon écrivain, ce gars. OK. Bon, écoute, j'irai checker ça. Hey, Jimmy, bon. Je te dirai pas bon lancement, je te dirai bonne sortie de disque. Merci. Qui va se faire en direct de chez toi dans Gaspésie. C'est ça. Qui pourra entendre ça au loin dans les radios. Mais, moi, j'adore ça. Je le vois comme envoyer une carte postale. C'est vrai, comme... Moi, je trouve ça le fun. J'ai toujours envié la vie des écrivains ou même des peintres ou des formes d'art où tu peux être discret. Là, j'ai toujours admiré la démarche de Régent Ducharme. C'est comme...
Ouais. T'envoies un livre. Puis... Ben, en tout cas, je veux pas dire que c'est entièrement ça que tu fais, mais Ouais. tu sais, musicalement, ben, cet album-là, du moins, ils vont un peu dans cette esthétique-là, dans sa sortie, du moins. Mais j'ai bien hâte de l'écouter, puis d'ici là, man, fais attention à toi. Toi aussi? C'était super fun de jaser, puis Très le fun. on se reprendra. Mais hein. Cool, à bientôt. À bientôt, bonne soirée, bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.